Alors, merci encore de me donner la parole pour présenter ce dispositif d'accompagnement réflexif qui a été mis sur pied afin d'aider les gestionnaires de CPE à apprendre à surfer sur les vagues de la COVID-19. Alors, imaginez que vous êtes l'une des 2000 gestionnaires de CPE du Québec et que votre téléphone sonne à 4 heures du matin. Une éducatrice a des symptômes de COVID et ne pourra travailler aujourd'hui. Comme 3 autres éducatrices sont déjà en isolement et que votre banque de remplacement est vide, vous vous rendez au CPE à 6 heures du matin et prenez la difficile décision de fermer un groupe. Vous contactez les parents par téléphone et vous leur dites de ne pas venir reconduire leurs enfants au CPE. Mais plusieurs sont déjà là et vous leur demandez de retourner à la maison avec leurs enfants. Plusieurs se montrent compréhensifs, mais d'autres sont très en colère et vous passez plusieurs minutes à les calmer. Puis, vous commencez enfin à faire le suivi du chantier de construction de votre nouvelle installation. Oups, des enfants présentent des symptômes de COVID. Vous devez appeler leurs parents pour leur demander de venir les chercher. Et vous allez aussi devoir revoir le budget à cause des coupures du ministère pour les nombreuses journées de fermeture de groupe. C'est comme ça depuis 2 ans et vous commencez à vous sentir drôlement épuisé. Tout ce stress accumulé, à force de gérer les règles de la santé publique, affecte grandement votre qualité de vie au travail. Vous manquez de patience avec vos proches et vos collègues, votre capacité d'empathie diminue et vous songez sérieusement à quitter votre emploi. Vous auriez bien besoin d'une petite pause pour reprendre votre souffle. C'est donc pour répondre à ce besoin que nous avons développé l'innovation sociale Reprendre son souffle, un dispositif d'accompagnement réflexif afin d'aider les gestionnaires de CPE à apprendre à surfer sur les vagues de la COVID-19. Donc, l'an dernier, 40 gestionnaires de CPE répartis dans 4 groupes de 10 ont participé à 5 rencontres mensuelles par Zoom. Elles ont pu ainsi partager leur réalité commune, se sentir moins isolées et apprendre à utiliser des stratégies de gestion du stress. Alors, le cadre théorique sur lequel repose Reprendre son souffle est celui du bien-être au travail. Donc, on sait que le bien-être au travail pour les gestionnaires de la petite enfance est essentiel pour qu'elles puissent fournir des services éducatifs de qualité. Mais on sait aussi que plusieurs facteurs affectent le bien-être au travail, notamment l'épuisement professionnel, les symptômes dépressifs et les niveaux de stress au travail. Donc, la littérature nous apprend aussi que des dispositifs de soutien efficaces incluent généralement le recours à une pratique réflexive reconnue comme particulièrement utile dans la résolution de conflits, la résolution de problèmes complexes tels que les défis à relever pendant la pandémie et liés aussi à la pénurie de personnel qui en résulte. Mais qu'est-ce que Reprendre son souffle spécifiquement? Donc, à l'origine, c'est un dispositif développé par moi et ma collègue Geneviève Fortin en collaboration avec le regroupement des CPE de la Montérégie et à leur demande pour répondre aux besoins et mes collègues chercheuses qui apparaissent à l'écran. Donc, ce qu'on voulait, c'est aider les gestionnaires à surmonter les défis socio-émotionnels suscités par la surcharge de travail de la pandémie, mais aussi prévenir l'épuisement professionnel et l'exode de la profession. Parce que quand on leur avait demandé en septembre 2020 qui a l'intention de s'en aller, les 3/4 de la salle avaient levé la main. Les fondements sur lesquels on s'appuie, c'est vraiment 2 processus complémentaires, donc les principes liés à l'accompagnement collectif et les principes de processus réflexif, mais aussi basés sur l'humanisme. Je n'ai pas le temps de m'y étendre longtemps, là, mais on a des choses là-dessus si vous voulez plus tard. L'organisation du dispositif s'appuie sur l'importance de regrouper des participantes qui partagent une réalité commune. Donc, les groupes étaient constitués soit de DG ou de DA parce qu'elles n'avaient pas la même réalité, dans des nombres de 10 parce que c'est un groupe optimal pour échanger sur Zoom. Et les rencontres de 180 minutes, donc de 3 heures, et on se voyait une fois par mois entre février et juin 2021. Donc, il y a eu 5 rencontres par mois pendant 5 mois sur Zoom, évidemment parce qu'on était en pandémie. La structure des rencontres était toujours la même. Donc, en premier lieu, on faisait un retour sur les objectifs qu'on avait établis précédemment lors de la première rencontre, un retour collectif. Ensuite, on leur présentait une petite capsule théorique sur une thématique particulière que je vais voir dans la prochaine diapo. Puis, il y avait un travail en sous-groupe, donc on les envoyait dans les salles de Zoom pour discuter autour de la capsule théorique. Un retour en grand groupe à 10 pour une mise en commun.
c'était toujours suivi par une expérimentation d'une stratégie de gestion du stress. Donc, ça pouvait être apprendre à respirer, la pleine conscience, différentes stratégies qui nous fournissaient des petites capsules puis qu'on expérimentait ensemble, puis on en discutait après. Et finalement, on évaluait toujours la rencontre de la même façon en posant les mêmes questions. Les thèmes des rencontres sont au nombre de 5, en fait. Donc, lors de la première rencontre, on présentait le dispositif, on identifiait les besoins des participantes et on identifiait les objectifs à mettre en place en lien avec l'acronyme SPORT. C'est le français de SMART. Par la suite, la deuxième rencontre portait sur la théorie du stress humain de Sonia Lupien, avec des stratégies très concrètes. La troisième rencontre portait sur l'autocompassion en se basant sur le dispositif d'accompagnement de NEF. La quatrième rencontre abordait les autosoins et la fatigue de compassion. Et la dernière rencontre, on faisait le bilan, mais on identifiait quelles sont les stratégies de prévention de la rechute à mettre en place parce qu'on termine un dispositif d'accompagnement, donc pour se préparer à ne plus être ensemble tous les mois. Donc, les objectifs de recherche liés à ça que je vous présente aujourd'hui, c'est d'identifier les thématiques du dispositif Reprendre son souffle dans le discours des participantes lorsqu'elles abordent ce qui les aide à traverser une journée difficile pendant la pandémie et identifier les forces et les limites du dispositif selon les participantes. Donc, au niveau méthodologique, le recrutement s'est fait auprès de responsables de CPE, mais auprès des associations régionales. Donc, d'abord auprès du regroupement des CPE de la Montérégie, puis pour accroître notre échantillon, notre N, on a élargi à la capitale nationale, aux Laurentides et à Montréal avec des sollicitations auprès des regroupements. Donc, il y a 40 femmes qui ont participé, 23 directrices générales, 17 directrices adjointes. Donc, de manière générale, les niveaux d'années d'expérience sont assez élevés entre 11 ans et 20 ans d'expérience. Donc, évidemment, elles ont quand même vécu autour de la gestion. Le niveau de formation le plus élevé, majoritairement, c'était au niveau du certificat universitaire ou du bac. Les catégories d'âge étaient quand même assez bien reparties, mais un petit peu plus âgées là, chez les 40-49 et 50-59, ce qui est normal. Tu ne peux pas être gestionnaire à 22 ans, quoique. Au niveau du nombre d'établissements, on avait une proportion plus importante de 2 établissements et de 3 établissements et plus. Et 65 un CPE uniquement, versus 35 CPE-BC. Donc, c'est très semblable à notre groupe qu'on a présenté tantôt, qui finalement est devenu notre groupe contrôle. Les problèmes de santé chronique étaient vécus par des proches dans 25 des cas et 65 vivaient avec un enfant mineur à la maison. Donc, ça, c'est important au niveau de la charge de travail puis des autres stresseurs. Donc, à la fin du dispositif, en juin l'année dernière, nous avons réalisé, en fait, pas moi, mais les assistantes, donc Alexandra, Geneviève Fortin, ont réalisé des entretiens narratifs avec chacune des 40 participantes. Donc, en juin et juillet, les entretiens ont eu lieu immédiatement dans la semaine qui suivait la fin de la participation au dispositif. Donc, c'était très frais à leur mémoire. Et chacune des participantes a consenti là, à ce que l'entrevue soit enregistrée. Donc, si vous avez un aperçu des questions qui ont été abordées lors de l'entretien, moi, je n'ai pas tout analysé ça pour la présentation aujourd'hui, mais j'ai analysé la question 1, ce qui vous a amené à participer. Parlez-moi de votre sentiment avant le début de la pandémie, votre sentiment de bien-être avant le début de la pandémie. Toutes les questions au niveau de l'évolution du bien-être, qu'est-ce que les rencontres ont apporté, comment on gère une journée difficile maintenant qu'on a participé au dispositif, le cheminement au regard du bien-être, des situations vécues qui illustrent différents aspects. Et à la fin, on a des situations vécues aussi qui illustrent les points forts et les points faibles du dispositif. Donc, je vais vite là. On a fait une analyse thématique en fonction des 3 thèmes présentés dans les capsules au niveau du dispositif. Donc, on a analysé, on est allé voir dans les extraits de verbatim, est-ce que les participantes abordaient des notions vues au niveau du stress humain, au niveau de déconstruire le stress pour comprendre, donc le ciné, au niveau de reconstruire le stress pour le prévenir, au niveau de s'adapter, puis les moyens hyper efficaces pour diminuer le stress qu'on avait vu.
Au niveau de l'autocompassion, on a regardé est-ce qu'il parle de bienveillance envers soi, d'humanité commune, de pleine conscience. Donc, la bienveillance envers soi est tournée vers accepter qu'on a des difficultés, des défis, qu'on n'est pas parfait, qu'on fait des erreurs. L'humanité commune, comprendre qu'on n'est pas seul à vivre la situation, puis pleine conscience, accepter les ressentis qui ne sont pas toujours agréables, les ressentis négatifs. Au niveau des autosoins, on a analysé au niveau des autosoins émotionnels, des autosoins cognitifs et spirituels parce qu'ils sont présentés ensemble dans le dispositif, les autosoins physiques et les autosoins professionnels. Je n'ai pas le temps de les détailler, mais ça pourra l'être éventuellement si vous êtes intéressé. On a un cahier d'animation du participant. Donc, les résultats préliminaires, d'abord, quel était votre état d'esprit avant la pandémie? Bien, près de la moitié de nos participantes nous disent qu'avant la pandémie, c'était le bonheur et la joie. C'est-à-dire que ça allait bien, elles se sentaient sur leur X, elles étaient dans leur pantoufle, elles étaient motivées, elles étaient stimulées, elles trouvaient que leur travail était stimulant, étaient super bien, n'avaient pas du tout le goût de prendre leur retraite. Donc, ça va bien. Il y a 25 presque 25 qui nous disent, bon, 1 sur 5, c'était parfois difficile, mais j'y arrivais. J'étais stressée, mais c'était tolérable. Il y avait des petits problèmes, mais on réussit à les régler. J'étais un peu fatiguée, mais c'était à cause de situations particulières avec mes enfants, mais rien d'anormal. Tu sais, ça s'endurait, ça se toffait. Puis finalement, ça n'allait pas bien. 20 1 sur 5 nous disait, ça allait déjà pas bien, j'avais des difficultés. Donc, le type de difficulté, ça pouvait être avec mon CA. Il y avait eu des pandémies de gastro juste avant. J'étais dans une transition dans un nouveau CPE. J'avais des relations de travail difficiles avec mes collègues. Je croyais moins aux relations avec le ministère. Ça allait mal. Donc, même avant la pandémie, là, elle disait, on court toujours après notre queue, c'est difficile. Donc, de manière générale, c'était leur état avant que commence la pandémie. Puis c'est important de le comprendre pour voir lesquels étaient déjà en détresse, puis lesquels allaient bien. Motivation à s'inscrire au dispositif. Il y a 4 types de réponses qui ont été identifiées. Certaines disaient, ben j'avais besoin d'aide, je me sentais vraiment en état de fatigue, en état d'épuisement, donc 33 sur 40 déjà là, qui disaient, j'en avais besoin, il fallait que je m'inscrive. D'autres, 16 sur 40, j'avais envie de participer à une recherche, de contribuer. Je connaissais Nathalie Bigras, je la connaissais, je lui faisais confiance. Je me suis dit, bon, ça va être le fun, tu sais, ça va nous changer. Je voulais m'impliquer. Donc, ça, c'est 16 sur 40. Le format m'a attiré. Le fait que ce soit des petits groupes, c'était important pour moi. J'avais envie de partager ça dans le format là, avec juste d'autres DG ou juste d'autres DA. C'était bien, bien, bien important pour moi. Puis le modèle aussi m'a attiré des rencontres de groupe. Puis finalement, il y en a quelques-unes, 8 sur 40, qui nous ont dit avoir beaucoup hésité. Avaient peur de se sentir jugées, de ne pas être sûre d'être une genre de personne qui est à l'aise de partager ses émotions en groupe parce qu'on disait que c'était vraiment un dispositif d'accompagnement socio-émotionnel. 3, j'avais vraiment peur de manquer de temps, de ne pas y arriver. Puis je n'étais pas certaine aussi d'être assez stressée pour mériter de participer à ça. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui revenait aussi, mais je voulais prévenir. Alors, les résultats de l'analyse thématique, qu'est-ce qu'on a appris? Au niveau du stress humain, d'abord, il y a 40 des participantes qui ont parlé des composantes théoriques liées au stress humain qui les avaient aidées à traverser une journée difficile. Donc, 6 d'entre elles, 6 sur 40, nous ont parlé de l'importance de prendre conscience de son stress, de ses émotions et d'apprendre à s'exprimer, nommer quand ça ne va pas, capable de nommer les choses, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, ils ne se permettaient pas ça avant. Reconstruire leur stress. Une personne nous a parlé de ce dispositif-là, qui est quand même le cœur de la théorie du stress humain de Lupien, là. Bien, il y a une personne qui l'a mentionné, là, de se faire des plans A, B, C, D. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé à prévoir l'absence du personnel. J'ai compris des choses là-dedans. Au niveau des moyens hyper efficaces pour diminuer le stress, donc il y avait plein de moyens qui étaient énumérés, puis qu'on voyait ensemble, puis on regardait qu'est-ce qui nous convenait, qu'est-ce qui ne nous convenait pas, comme chanter, respirer, rire, flatter un animal, faire de l'exercice, respirer, vous voyez, c'est bien important pour moi, je l'ai mis 2 fois. Donc, 9 personnes sur 40 ont dit, maintenant, je suis plus consciente que pour m'aider à lutter contre le stress,
ces stratégies-là vont m'aider. Donc, il y en a une qui parle qu'elle a des chiens, elle les flattait, mais elle ne faisait pas ça vraiment consciemment avant. Puis là, elle a appris, elle s'est dit, bon, là, je vais les flatter, puis ça va être pour moi, pas juste pour eux. Tu sais. Une autre dit, en tout cas, moi, c'est vraiment un élément qui m'a amené à faire une prise de conscience, de prendre du temps pour écouter de la musique, pour rire, pour chanter. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Donc, faire des activités qui diminuent un peu le stress. Ensuite, les stratégies d'autocompassion ont été mentionnées dans les échanges par 22,5 % des participants. Donc, une, entre autres, dit c'est vraiment l'autocompassion qui m'a parlé le plus parce que je suis très dure avec moi-même, je suis vraiment très dure. Moi, je m'en demande beaucoup, 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 beaucoup pour performer. Puis justement, quand je ne performe pas, j'ai l'impression d'avoir manqué ma journée puis de ne pas avoir été à la hauteur. Mais vraiment, ça m'a permis comme accepter dans le fond de ne pas performer tout le temps en me disant, regarde, c'est pas grave, tu as le droit. Hein? Et ça, c'est plus compatissant, plus compréhensive envers moi-même. Donc ça, c'était un extrait important. Au niveau de l'humanité commune, oui, il y en a une qui dit, il y en a d'autres qui vivent ça. Et ça, c'était pas moins stressant, mais ça dédramatisait la situation de savoir que je n'étais pas toute seule à vivre ces difficultés-là au quotidien. Puis la pleine conscience a été abordée par 3 personnes. Oui, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire là dans la mesure du possible, donc je me donne le droit de ne pas tout faire, je me donne le droit d'arrêter. Finalement, la 3e composante, qui sont les stratégies d'auto-soin, semble avoir celles qui ont été les plus populaires, en tout cas dans les propos rapportés par les participants. 37 % ont abordé ces aspects-là. Donc, 3 nous ont parlé des stratégies émotionnelles, donc rire aux éclats, pratiquer une activité agréable et ludique, mais aussi dédramatiser. Tu sais, il n'y a pas mort d'homme, personne ne va mourir si je ne finis pas ma tâche aujourd'hui, personne ne va mourir de ça, puis on va avancer, on va se trouver des solutions, on va aller de l'avant, ça va marcher. Les stratégies d'auto-soin physique, encore une fois, l'exercice, le yoga, respirer, méditer, dormir, manger, prendre des vacances et des congés. Il y a plein de choses qui ont changé. Reprendre son souffle m'amène là aussi, tu sais, à dire, OK, là, c'est la fin de semaine, puis c'est le soir, je suis en congé. Et ça, c'était très difficile parce qu'ils travaillaient 24/7, là, ces gestionnaires-là, au début des dispositifs. Et ils étaient fatigués. Au niveau professionnel, il y a la question des autosoins professionnels, c'est de se permettre de prendre des pauses, d'arrêter pour dîner, de déléguer, de donner du sens à son travail, de respecter ses limites, mais de réfléchir aussi. Donc, entre autres, 2 extraits pour redonner du sens au travail. En fait, ce que le dispositif a fait, c'est qu'il m'a redonné le sens du travail. Ça a été très, très aidant parce que ça se sentait auprès des gens avec qui je travaillais que j'avais perdu quelque chose. Donc, le dispositif m'a beaucoup aidé. Prendre des pauses. Pendant la dernière année, je ne prenais même pas le temps de dîner. Je mangeais sur le coin du bureau. Là, je m'arrête vraiment, puis je sors. Puis je ne reste pas au CPE parce que si je reste en pause au CPE, c'est sûr qu'ils vont me parler. Je sors, puis ça me fait du bien. Ça, c'est aidant. Ça me fait vraiment du bien. J'écoute de la musique. Je ne travaille pas pendant ma pause et je pense à d'autres choses. Et ça, c'est aidant. Puis finalement, les autosoins cognitifs, on a beaucoup parlé de la réalité de la déconnexion, de l'importance de s'accorder des moments sans téléphone, sans ordinateur, sans tablette. Donc, en 2, on parle, mais dans le dispositif, ça revenait beaucoup. Donc, ne plus regarder mes courriels la fin de semaine à partir du vendredi soir. Je n'ai pas toujours réussi, mais souvent, oui. Maintenant, oui. Et ça me permet de décrocher plus la fin de semaine. Donc, si on regarde maintenant l'autre objectif qui était l'analyse des forces et limites du dispositif, donc on les a questionnés là-dessus aussi. Donc ici, on a une synthèse très rapide des forces et limites. On remarque au niveau des points forts qu'un très fort pourcentage disent que les contenus théoriques et les apprentissages leur permettent des prises de conscience et des réflexions personnelles permettant d'amorcer des changements positifs et significatifs. Donc 70 % nous disent. Les outils et stratégies abordées sont très appréciés et mis en pratique dans le quotidien, ce qui est très soutenant. 100 % nous ont parlé de ça, des 40 répondantes. La grande majorité des gestionnaires ont mentionné aussi que leur participation au groupe leur a permis de briser l'isolement, de partager des enjeux communs sans enjeu de performance. Et ça revenait beaucoup. Ils ont beaucoup dit aussi on a pu se permettre de se montrer vulnérables ensemble, puis ça faisait du bien. On n'avait pas besoin d'être toujours la plus forte du groupe qui soutient tout le monde.
La qualité des échanges, le respect, l'ouverture, la confidentialité ont aussi été aidants pour leur permettre de s'ouvrir sur des expériences difficiles. Donc, 75% l'ont mentionné. Et elles disent, le quart dit avoir développé un sentiment d'appartenance au groupe et avoir plus de réflexes de se donner du soutien entre elles depuis ou à partir de ce moment-là. Les défis, ben, j'en ai parlé tantôt, ça exige du temps. Hein, on doit planifier son horaire pour y participer. Presque plus de la moitié ont dit que ça, c'était le principal défi. Voir des collègues souffrir aussi, pleurer dans les rencontres, parce que quand on parle de défis socio-émotionnels, on parle de ce qui est difficile, de ce qui est lourd. Bien, certaines trouvaient que ça pouvait générer un sentiment d'impuissance chez elles. Elles ne savaient pas trop quoi faire, comment les aider. Pour d'autres aussi, c'était difficile de s'ouvrir au groupe. C'est probablement celle qui avait dit au début, je ne suis pas sûre que c'est pour moi, et de faire confiance pour se confier. Puis d'autres ont ressenti aussi un sentiment de culpabilité, mais c'est très mineur, d'être privilégiée d'avoir pu participer, alors que d'autres, selon elles, en avaient plus besoin encore qu'elles. Donc, il y avait quand même encore une fois une question d'empathie envers ses collègues. Elles étaient très préoccupées par les collègues et on a mis en place des stratégies là, à ce sujet-là, évidemment, suite à ce bilan-là. Donc, en termes de discussion, au niveau de l'objectif 1, ce qui les soutient lors des journées difficiles durant la pandémie. Donc, des stratégies concrètes de gestion du stress et d'auto-soin reviennent le plus souvent dans leurs propos. Mais c'est difficile de départager les 3 thématiques parce que vous avez sûrement vu quand je les ai présentées hein, qu'elles ne sont pas mutuellement exclusives. Par exemple, plusieurs disent avoir appris à mettre leurs limites, mais ça aussi, c'est une façon de déconstruire son stress, d'être bienveillante envers soi, mais c'est aussi une stratégie d'auto-soin émotionnel. Donc, c'est un peu difficile de faire l'analyse des thématiques. Fait qu'on va probablement devoir encore raffiner cette analyse-là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les 3 thématiques permettent aux participantes de trouver des stratégies qui les aident à prendre soin d'elles-mêmes et à se donner le droit de penser à elles avant de prendre soin des autres. C'est tout ce qu'on appelle le self-care dans l'approche du care. D'ailleurs, les approches du care nous éclairent aussi sur ce type de travail-là qu'elles mènent, qui est un travail invisible, hein, celui de l'attention portée aux autres. Et dans les professions d'aide à la personne, comme les gestionnaires de CPE, ce sont des femmes qui, dans notre société, prennent majoritairement soin des autres. Donc, le vieillissement de la population interroge, hein, parce qu'il y a beaucoup partent sur la répartition de comment on va continuer à développer cette sollicitude-là entre nous et avec elles et reconnaître leur travail très important pour entre autres, au final, continuer à leur donner des pistes de self-care, d'auto-soin pour prendre soin d'elles, pour être capable de continuer à accomplir ce marathon-là qui est la gestion quotidienne d'un service de garde. Parce que c'est sûr que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Au niveau du deuxième objectif, les forces et les défis du dispositif, c'est le principal point fort qui a été mentionné par la plupart, c'est vraiment les possibilités d'échange en grands groupes et en petits groupes. Ça revient tout le temps. On a refait 2 autres groupes l'automne dernier qui ont fini en mars, puis c'est encore ça qui est la chose qui leur fait le plus de bien dans leurs propos. Ça leur a permis de se sentir moins isolées, de voir qu'elles étaient toutes confrontées aux mêmes difficultés et défis. Et ça leur permet aussi de partager des solutions innovantes. Puis, des fois, il y en avait une qui avait une petite phrase qui était super intéressante. Tout le monde la reprenait, ils en reparlaient entre eux. Fait que c'était vraiment soutenant au niveau de l'entraide qui se dégageait. C'est sûr que pour elles, se sentir écoutées et respectées, c'est aussi un facteur très déterminant pour s'investir dans le dispositif. Donc, il va falloir, si on continue ce dispositif-là ou si on veut l'étendre ailleurs avec d'autres animations, s'assurer de manière très spécifique de bien sélectionner la qualité des personnes qui vont animer, parce que c'est vraiment un prérequis, être capable de faire ce genre d'écoute active-là, mais aussi confronter des fois dans l'accompagnement. Au niveau des défis, on l'a dit tantôt, le temps, 5 % ont abandonné en cours de route par manque de temps parce qu'ils n'arrivaient pas à participer aux rencontres, mais les 95 % qui étaient présents disaient toujours avoir été fiers d'avoir réussi à se donner ce temps-là pour reprendre leur souffle. Puis ils parlaient vraiment de ça. Je respire enfin. Tu sais. Les émotions, pour le corps des participants, partager des émotions, c'était difficile.
Donc, maintenant, on l'annonce formellement aux futurs participants du recrutement ça fait partie du dispositif et que ça fait partie aussi des bienfaits du dispositif, mais aussi voir le sentiment d'impuissance et de la culpabilité, on essaye de l'aborder aussi autrement au début du dispositif. Donc, on les informe que c'est de notre responsabilité de soutenir les collègues qui nous inquiètent à l'extérieur des rencontres, puis qu'on ne les laissera pas tomber. Tu sais, quand quelqu'un finissait la rencontre, fermait sa caméra, pleurait, puis s'en allait, bien, c'était la première qu'on appelait ou qu'on contactait pour voir comment ça va, as-tu de l'aide, est-ce que je peux t'aider? Parce que nous, on avait une responsabilité éthique à l'égard de ces personnes-là aussi. Là. On ne les laissait pas tomber. Mais ça, on rassure maintenant les participantes et ça fait qu'elles se sentent moins devoir s'occuper de leurs collègues qui ne vont pas bien, t'sais, parce qu'elles ont beaucoup quand même assez d'elles-mêmes. Donc, en conclusion, les résultats préliminaires concernant le processus d'accompagnement suggèrent que les participants apprécient et tirent profit des rencontres et du contenu. Elles utilisent au quotidien les stratégies apprises, surtout les moyens techniques, astuces. Elles se reconnaissent le droit de se donner du temps avant d'en donner aux autres, donc le self-care. Et le soutien offert par le groupe leur permet vraiment de se sentir moins isolés et de faire humanité commune, une composante de l'autocompassion. Mais surtout, elles disent dans leurs propos avoir repris le contrôle sur leur façon de réagir aux situations imprévisibles, donc au niveau socio-émotionnel, un peu comme on disait tantôt. Et ça, toutes ces situations-là sont quotidiennes en contexte de pandémie. Donc, nous, on pense que ça décuple leur pouvoir d'agir et leur bien-être et que ça diminue leur détresse. C'est sûr que la situation est loin d'être revenue à la normale. Les gestionnaires vont ressentir encore longtemps les effets de la pandémie, notamment en termes de pénurie de personnel. Et cette pression d'adaptation-là risque d'avoir des effets négatifs à long terme sur la santé mentale. Donc, c'est urgent, évidemment, d'intensifier la recherche pour la promotion du bien-être et de la santé mentale des gestionnaires. Puis on pense que reprendre son souffle a le potentiel d'aider les gestionnaires à prévenir la détérioration de leur bien-être. Merci, Nathalie. Merci à toute ton équipe, aussi à l'étudiante Geneviève Fortin qui a vraiment un très beau projet de doctorat entre les mains. C'est une démarche qui est innovatrice et c'est inspirant. Puis, tu vois, nous, en santé publique, on se questionne vraiment sur qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années pour toute cette question-là de soutenir les éducatrices post-pandémie. Et j'avais hâte d'entendre parler de cette démarche-là parce qu'avec Béatrice et ma collègue Marie-Pierre qui est présente aussi aujourd'hui, qui est en santé publique aussi, ben c'est ça, on est en grande réflexion là, sur le soutien à apporter. Donc, merci beaucoup. Vous avez parlé que vous avez fait des entretiens narratifs pour documenter notamment les retombées du dispositif. Puis, dans le fond, c'est un entretien qui est sur quand même un dispositif qui a duré 5 mois, c'est long. Comment vous avez fait justement pour favoriser l'explicitation puis la réflexion de la personne justement dans ces entretiens sur le plan méthodologique? Bien, en fait, c'était des entretiens en Zoom. Donc, ces gens-là avaient passé 5 mois avec nous là, en Zoom. Donc, ils nous connaissaient bien. Puis, les personnes qui ont fait l'entretien narratif, bien, c'est Geneviève en a fait la moitié. Geneviève, je ne l'ai pas dit, mais elle m'accompagnait dans le dispositif Reprendre son souffle. Elle était présente à toutes les rencontres. Et c'était mes yeux et mes oreilles, dans le sens que moi, j'animais, oui, j'intervenais avec les gens, mais elle observait et elle me disait, bon, celle-là, ça serait bien que tu reviennes avec elle. Elle m'inquiète un petit peu. Donc, Geneviève avait la confiance de ces gens-là. Tu sais, la relation de confiance était déjà établie. Puis, c'est comme s'ils étaient déjà en ouverture, en fait. Quand on a fait les entretiens, là, c'était très facile. Tu sais, les gens, on n'a pas fait un entretien d'explicitation. On n'a pas utilisé cette méthodologie-là, mais c'est vraiment un récit narratif, fait qu'on leur demandait de raconter des expériences. Tu sais. Raconte-moi comment ça se passe depuis que, raconte-moi. Puis ils nous racontaient. Puis c'était très facile, là. Il n'y avait pas beaucoup de difficultés. C'est sûr qu'il y a des gens qui expriment moins que d'autres, là, mais ceux qui s'exprimaient moins dans le dispositif se sont moins exprimés lors des rencontres, mais
au final, là, il n'y a pas eu beaucoup de défis. Moi, je dirais que c'est parce que la relation de confiance était déjà établie. Mais ce n'était pas moi qui les faisais, puis je ne voulais pas les faire parce que moi, je trouve que j'étais trop proche d'elle, là. Je me demandais, c'était super, super intéressant et ô combien important et essentiel. D'où ma question. Je me demandais si ce dispositif-là, à la fin de la recherche, je ne sais pas quand, s'il pouvait être autoportant, puis avoir un copyright dessus, puis pouvoir le partager à grande échelle, du moins dans le Canada francophone. Parce que où je suis ici, puis dans les régions aussi, parce que je vois que ça a été fait sur l'île de Montréal, en Montérégie, mais je pense que ce type de formation gagnerait dans toutes les régions, dans tous les CPE, pour tous les gestionnaires. Puis, tu sais, il faudrait que ça en devienne pas de la formation continue, mais je ne sais pas, former des gens, puis l'offrir toujours sur Zoom, comme ça les Ben, gens en ils fait, peuvent. Marie-Hélène, on a vraiment réfléchi à ça, puis on est en train de chercher du financement pour ça, du financement d'organisation, là. Il y a plein Oui. d'organisations qui ont des besoins, là, ils pourraient financer. Fait que c'est plus, en fait, on a soumis notre dispositif puis notre projet au concours de l'idée à l'innovation à l'UQAM. On a été finaliste, on n'a pas gagné le prix, mais notre projet, c'était vraiment de développer une formation et un accompagnement pour former des animatrices qui deviendraient certifiées à faire l'accompagnement Reprendre son souffle. On ne pense pas que c'est n'importe qui peut faire ça, là. Il y a quand même des compétences qu'il faut posséder, mais c'était notre projet. Puis on demandait 10 000 $, c'était pas super cher, là. À 10 000 on n'avait pas grand-chose quand même pour payer nos animatrices, là. Mais on pense que ce serait quelque chose de faisable. Puis on est à la recherche de ça, en fait, là. On a déjà discuté un peu avec la QCPE, ils vont sûrement me revenir. Je sais qu'il y a des gens de la QCPE qui sont là, fait que j'en profite pour leur faire un petit clin d'œil. Il y a peut-être d'autres organisations aussi qui vont être intéressées, mais moi, je pense que ce serait très facile. Puis je vois qu'il y a des gens dans les régions, dans les regroupements régionaux ou des anciennes profs de cégep ou des gens qui ont les habiletés, qui pourraient le faire, là, qui pourraient suivre la formation. Puis on pourrait faire un pilote avec un groupe de formatrices, les accompagner pendant toute une session, puis évaluer les effets de l'implantation, mais les effets aussi sur elle et sur les... Puis je pense que ce serait très... Avoir très un volet recherche qui suit, là. Mais comme je viens de le mettre là, dans le clavardage, là, la CNPF sont très, très, très impliqués avec les garderies. Puis là, ils ont eu une grosse subvention pour aider les gestionnaires de moyennes garderies à faire leur budget, à avoir, tu sais, des ratios équilibrés, à maximiser les trucs, puis ils offrent des formations gratuites aux gestionnaires, puis sont vraiment à fond impliqués là-dedans. Puis je suis sûre qu'ils embarqueraient dans ce type de projet-là. Puis La CNPF, c'est quoi c'est la Commission nationale, je l'ai mis dans le chat, là, la Commission nationale des parents francophones. OK. Donc, c'est toutes les provinces sauf le Québec. En milieu minoritaire, oui. OK. Ouais. Puis, ils ont des gros budgets là, pour aider les garderies parce qu'il y a tellement pénurie là, en milieu minoritaire. Puis d'un point de vue des éducatrices, puis d'un point de vue des parents, c'est vraiment inquiétant de voir dépérir ta gestionnaire, là. Nous, à ma garderie, elle va vraiment pas bien, puis ça inquiète tout le monde. Elle ne peut plus aider, ils sont plus en mesure d'aider leurs éducatrices à s'actualiser, ils sont plus en mesure d'accompagner les parents aussi bien. C'est toute une roue qui tourne, puis ça se répercute sur les enfants, là. Donc, je pense que votre projet, là, il est à point, puis devrait être at large, partagé partout. Je trouve qu'un élément vraiment intéressant puis essentiel, c'est que vous étiez deux à l'animation de ces groupes-là. Et je serais curieuse d'en apprendre un peu plus sur les rôles un peu, tu viens d'en parler brièvement, Nathalie, mais sur les rôles un peu que vous jouiez là, dans ces différentes rencontres. Bien, en fait, Geneviève était vraiment là en appui pour observer. Donc, elle n'intervenait pas. Elle était vraiment en observation, puis en appui technique aussi pour m'aider avec les différents problèmes techniques. Puis, c'est elle aussi qui faisait les envois de documentation par la suite, les rappels et tout ça. Mais comme Geneviève est étudiante au doctorat en psychologie, bien,
ses compétences et ses connaissances en psychologie étaient très utiles pour l'observation fine des gens. Tu sais. Fait que le rôle n'était pas... au départ, on ne l'avait pas beaucoup délimité. Tu sais. Ça s'est construit avec le temps, mais on se rend compte que c'est vraiment important. Puis des fois, hein, vers la fin, là, avec un petit peu plus d'habituation, là, elle faisait certaines interventions, puis elle se permettait là, tu sais, d'intervenir auprès des participants, mais on trouvait que c'était important qu'il y ait un leader, tu sais, principal. Puis, compte tenu que moi, j'ai vraiment développé ce projet-là en le faisant, là, ben, tu sais, je m'appropriais les contenus, je préparais les présentations PowerPoint, elle m'appuyait, elle allait des fois chercher des choses, on trouvait les ressources ensemble, puis on les testait, puis après ça, on faisait le débriefing ensemble sur OK, ça a moins marché, ça, peut-être qu'on devrait l'amener autrement la prochaine fois, parce que comme on avait 4 groupes, on avait 4 semaines où on faisait la rencontre 1, 4 fois, la rencontre 2, 4 fois. Fait que d'une rencontre à l'autre, on s'améliorait, là, puis on développait un peu une meilleure compréhension de film de ce qui se passait, puis de nos outils. Là. Fait que, après, à la fin, on a rédigé, j'ai rédigé ce qu'on appelle un cahier de l'animatrice ou de l'animateur. Là. Fait on a vraiment un guide de l'animation d'une 100aine de pages qui présente tous les aspects, puis qui explique aussi pour chaque OK, ça, c'est un petit peu plus sensible, il faut l'amener comme ça. Donc, on a vraiment été dans l'expérientiel au travers de la description du dispositif. Puis, ça, c'est important. Les participantes vont réagir probablement plutôt comme ça que comme ça. T'sais. Soyez pas surpris, ça génère telle chose. Fait que ça va aider beaucoup, je pense, pour la future formation des animatrices. Qui vraiment serait à monter, là, par exemple. On ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on cherchait des fonds. Là. Donc, c'est un peu ce que je peux te dire pour l'instant, Béatrice. En tout cas, vraiment bravo pour cette super initiative. On a eu tellement de plaisir à faire ça, là, Geneviève et moi. Là. À chaque fois que je sortais des rencontres, à chaque fois, je disais aux gestionnaires, vous êtes mes idoles, vous m'impressionnez, vous me ressourcez. Elles étaient tellement engagées, puis elles voulaient, puis c'était beau de les voir. Là. Moi, je les ai trouvées très, très attachantes, là, tu sais. Un groupe, entre autres, là, il y a un groupe qui avait plus de défis, là, qui vivait des choses plus difficiles. Là. À la fin, là, on pleurait toutes. Là. C'était touchant. Là. Ouais. Bien, écoutez, c'est sûr qu'en tant qu'association de cadres, cette étude nous touche profondément, je dirais. On a déjà, nous, mis des choses en place pour soutenir les cadres. En fait, on s'est beaucoup servi des résultats de l'étude pour offrir quelque chose de différent, en tout cas aux cadres. Là. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je suis en train justement, Nathalie, de t'écrire un courriel en même temps que j'écoutais. Nous, en tant qu'association, en fait, c'est comme un peu une association syndicale, l'association des cadres, là. On a accès, c'est une association de travailleuses, en fait. Hein? Même si c'est des cadres, on a accès à certaines subventions de la Commission des partenaires du marché du travail. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher là pour développer un projet là, sur entre autres la santé mentale là, des cadres. Là, mais je pense que vous allez le voir après-midi aussi dans nos propositions de solutions. On avance aussi différentes choses, mais je pense qu'il y aurait sûrement quelque chose à développer là, avec vous autres, là, l'équipe de recherche pour les cadres. Puis évidemment, on veut soutenir nos cadres en tant qu'association. Hein, on est là pour ça. Oui, puis tu sais, si on peut prévenir l'attrition, puis le départ hâtif à la retraite, vous avez déjà mis en place plein de choses intéressantes là, que tu vas nous parler cet après-midi. Oui. Merci, Élise. Donc, je pense, Nathalie, qu'il y a des beaux partenariats à aller chercher dans les suites de ce projet-là. Puis, comme santé publique aussi, on va y penser sérieusement. C'est vraiment une belle initiative.